Je me présente, Adnan Latif, professeur à l'ENSAD de Marrakech. Ce cours, c'est un cours d'antenne pour les élèves ingénieurs ENSA ou bien pour les licences appliquées en télécommunication électronique. Donc ce cours, il a des prérequis. Je cite entre autres, il faut des connaissances de base en électromagnétisme, les équations de Maxwell, propagation des ondes électromagnétiques, les lignes de transmission, surtout l'adaptation en impédance, parce que l'antenne se comporte comme une charge à l'extrémité d'une ligne de transmission. Donc, on va attaquer 3 chapitres. Le chapitre 1 se focalise sur la propagation radioélectrique. Donc, avant d'entamer les caractéristiques des antennes, et chapitre 3, différents types d'antennes. Le plan détaillé du premier chapitre, c'est la propagation radioélectrique. On va voir tout ce qui est propagation des ondes électromagnétiques qui se repose sur plusieurs sous-titres, caractéristiques d'un milieu, un milieu isotrope orangine, un milieu conducteur, notation complexe en régime sinusoïdal, l'onde électromagnétique en espace libre. Donc on va avoir tout ce qui est équation d'onde, comme ce qui a été bien sûr vu donc en deuxième année, en première année à la faculté. L'onde plane électromagnétique, c'est quoi une onde? L'expression des champs, vitesse de phase, structure des champs, impédance d'onde, vecteur de Poynting. On va bien sûr calculer la puissance. Polarisation des ondes planes. C'est très important de voir la polarisation des ondes planes. Polarisation rectiligne, polarisation circulaire elliptique et ses applications. La génération d'ondes, comment on peut générer une onde électromagnétique et quelles sont les sources qui sont responsables de la génération d'une onde. Et on va étudier aussi les zones de rayonnement d'une antenne. Ce paragraphe est très important pour, bien sûr, les types des antennes. Donc, un émetteur, un récepteur. Donc, où on va, bien sûr, placer notre antenne pour assurer la communication entre un émetteur et un récepteur. Et enfin, on va étudier tout ce qui est source élémentaire, potentiel électromagnétique, dépôle élémentaire. Donc, c'est introduction à l'étude des antennes filaires. La propagation des ondes électromagnétiques. L'onde électromagnétique est formée par le couplage. On sait très bien que le champ E et le champ H sont perpendiculaires entre eux et perpendiculaires à la direction de propagation. Donc le champ H, c'est un champ magnétique, le champ B, induction magnétique, E, champ électrique, D, induction électrique. Donc la propagation de l'onde électromagnétique dans l'espace libre, il se propage de cette façon. Le champ E perpendiculaire sur le champ H, les deux sont perpendiculaires sur la direction de propagation. Bien sûr, un milieu, caractéristique d'un milieu. Un milieu est caractérisé, quel que soit ce milieu, que ce soit un milieu d'électrique, un milieu métallique ou bien un milieu donc, entre les deux, donc, est caractérisé par une permittivité epsilon, qui est exprimée en farad par mètre, et une perméabilité magnétique mu, son unité H Henry par mètre. Et sa conductivité segment, c'est ohm moins 1 par mètre. Ces paramètres sont très importants dans la propagation de l'onde électromagnétique dans un milieu. Mais dans notre cours antenne, on va étudier juste la propagation dans l'espace libre, parce que l'espace libre, c'est un milieu d'électrique de permittivité epsilon R égale à 1.
Cas des milieux isotropes homogènes. Un milieu isotrope homogène est défini par deux constantes, epsilon et mu, avec la relation entre D et H, donc D égale à epsilon A et E, et H égale à mu fois B, avec les constantes epsilon 0, constante d'électrique de vide et perméabilité magnétique du vide, avec les deux constantes, ils peuvent donner bien sûr la célérité de la lumière. C égale à 1 sur racine mu 0, epsilon 0, mu 0. Cas des milieux conducteurs. La loi d'Ohm s'écrit G égale à sigma fois E. Ça, c'est dans un conducteur. Dans un conducteur, la densité de courant égale à sigma, c'est la conductivité fois le champ E. Dans un milieu métallique parfait, on sait très bien que sigma égale à l'infini. Mais dans un milieu diélectrique parfait, sigma égale à 0. Et dans un milieu métallique parfait, sigma égale à l'infini. Ça veut dire que ce métal peut conduire une infinité, bien sûr, des lignes de courant à l'intérieur. Mais pour un milieu diélectrique, sigma égale à 0, ça veut dire que ce diélectrique ne conduit rien, aucun courant à l'intérieur. Donc, les équations de Maxwell en régime sinusoïdal, ça veut dire en régime harmonique, pour un milieu isotrope homogène quiconque, on a 4 équations de Maxwell. Rotationnelle de E, rotationnelle de H, divergence de B et divergence de D. Donc, les 4 équations de Maxwell, elles permettent bien sûr la résolution des problèmes de propagation dans l'espace libre. Parce que l'antenne, lorsqu'il envoie des ondes électromagnétiques, il y a un problème de propagation. Comment on peut savoir le type de propagation dans l'espace libre? Est-ce que c'est une propagation comme dans les lignes de transmission? Est-ce que c'est une propagation comme dans les guides d'ondes dans un autre milieu, etc. Donc, on va savoir, à partir de ces équations, les 4 équations, on va résoudre le problème de propagation. Et on va trouver l'expression du champ E et l'expression du champ H dans l'espace libre de chaque antenne, quel que soit le type d'antenne, grâce aux 4 équations de Maxwell et bien sûr l'équation d'onde, on va trouver l'expression du champ E et du champ H. Donc, un milieu, quel que soit ce milieu, epsilon prime égale à epsilon moins G sigma sur oméga. Donc, oméga, c'est égal à 2πf. Oméga, c'est la pulsation propre. Il a une relation avec la fréquence égale à 2πf. Donc, c'est une permittivité complexe. Lorsqu'on a un métal, les métaux, ils ont toujours des permittivités diélectriques constantes, complexes. Pour un milieu diélectrique parfait, sigma égale à 0, donc epsilon prime égale à epsilon. Pour un milieu métallique, toujours on a la partie imaginaire. Donc dans un milieu métallique, on a toujours une permittivité relative qui est complexe. Et le milieu se comporte comme un diélectrique pour les hautes fréquences et un milieu métallique pour les basses fréquences. Ça dépend de la fréquence. Lorsque la fréquence augmente, parce que la fréquence elle dépend de, donc oméga elle dépend de la fréquence. Quand la fréquence augmente, dans ce cas-là epsilon prime, dans ce cas sigma sur epsilon 0 fois oméga, il devient négligeable devant epsilon r. Dans ce cas-là, epsilon prime égale à epsilon r. Donc le milieu se comporte comme un milieu diélectrique. Mais quand la fréquence devient une fréquence basse, dans ce cas-là, le terme sigma sur epsilon 0 fois oméga l'emporte sur epsilon r. Donc le milieu, devient un milieu métallique. Pourquoi? Parce que la permittivité relative reste une permittivité
complexe. Donc ce milieu, c'est un milieu, bien sûr, un milieu métallique. L'onde électromagnétique en espace libre, équation d'onde, c'est l'équation de Helmholtz. L'équation d'onde de s'écrit nabla au carré E égale à moins oméga 0 au carré epsilon mu E epsilon 0 oméga 0 au carré. Donc oméga 0 c'est la pulsation propre. Nabla, l'opérateur c'est le Laplacien, nabla au carré c'est le Laplacien qui s'applique sur le champ E et sur le champ H pour former ce qu'on appelle l'équation d'onde. Donc avec l'équation d'onde en champ E et en champ H et les 4 équations de Maxwell, on va bien sûr trouver les champs. Le champ E, les composants du champ E et les composants du champ H. Appliqué, donc nabla au carré, bien le Laplacien appliqué à chaque composant du champ E et à chaque composant du champ H. Donc vous voyez EI avec I égale à X, Y, Z. La résolution de cette équation d'onde aux dérivées partielles dans l'expression des champs E et champ H. En fonction des coordonnées spatiales, nous allons résoudre cette équation dans quelques cas particuliers en faisant préalable quelques simplifications. Donc, pour résoudre cette équation, comme ça, avec, en laissant toutes les directions X, Y, Z, donc c'est très très compliqué. Donc, il faut utiliser l'approximation de l'onde plane. L'approximation de l'onde plane est très importante pour trouver l'expression du champ dans l'espace libre. L'équation d'onde plane. Donc, l'onde plane, on dit une onde plane lorsqu'on est plus loin de la source. Lorsqu'on est plus proche de la source, on a ce qu'on appelle une onde sphérique. Une onde sphérique, donc on a toutes les composantes. Mais lorsqu'on est un peu plus loin de la source, on a ce qu'on appelle l'onde plane. Dans ce cas-là, la propagation, on a seulement la propagation selon l'axe, par exemple l'axe Z. Mais on néglige la propagation selon l'axe X et l'axe Y. Dans ce cas-là, la variation, on néglige la variation selon l'axe X et la variation selon l'axe Y, et il ne reste seulement la variation selon l'axe Z. L'onde plane électromagnétique, une onde est dite plane lorsque les champs ne varient que dans la direction de propagation, c'est l'axe OZ. Donc, lorsqu'on est plus proche de la source, on a des ondes sphériques. Lorsqu'on s'éloigne de la source, l'arc du cercle et devient de plus en plus, bien sûr, une droite verticale qui coïncide avec l'onde plane. Dans ce cas-là, lorsque la distance augmente, l'onde devient une onde plane. Donc, dans ce cas-là, on a seulement la propagation selon l'axe Z. On n'a pas la propagation selon l'axe X et selon l'axe Y. Ça, c'est pourquoi D sur dx égale à D sur dy égale à 0. Donc, on n'a pas la variation selon la variation du champ E et la variation du champ H selon l'axe X. Et on n'a pas la variation du champ E et selon le champ H selon l'axe Y. Donc, on n'a pas de propagation. En termes de propagation, donc on dit on n'a pas de propagation selon l'axe X et on n'a pas de propagation selon l'axe Y. On a seulement la propagation selon l'axe Z. Calculons en coordonnées cartésiennes les composants des champs dans la première équation de Maxwell. Donc, on veut maintenant calculer l'expression des champs E. Donc, on utilise les 4 équations de Maxwell, les 4 équations de Maxwell, plus l'équation d'onde. J'utilise la première équation, c'est la première équation, rotation de E égale à moins G oméga mu 0 H. J'applique bien sûr rotationnel dans les coordonnées cartésiennes et les composantes de H et je fais l'identification. On prend en considération
d sur dx égale à d sur dy égale à 0. Donc à partir de cette équation de Maxwell, on a pu bien sûr trouver les 4 équations, la variation de y par rapport à z égale à g oméga 0 mu 0 hx et la variation de x par rapport à z égale à moins g oméga 0 mu 0 hy. Mais avec g oméga 0 mu 0 hz égale à 0. Dans ce cas-là, on va démontrer que hz est égal à 0. Donc la composante longitudinale n'existe pas. On a seulement la composante transversale. Les composantes E, EX, H, Y, mais on n'a pas EX, EY, mais on n'a pas HZ. HZ n'existe pas. La même chose si je prends la deuxième équation de Maxwell, rotationnelle de H égale à sigma plus G oméga 0 epsilon E, avec sigma égale à 0. Sigma égale à 0 pour un milieu diélectrique. Donc pour un milieu diélectrique, sigma égale à 0. Epsilon R, surtout, on travaille dans l'espace libre, donc le vide, il se comporte comme le vide. Dans ce cas-là, sigma égale à 0, epsilon R égale à 1. Donc on a les 4 équations. À partir de ces 4 équations, en appliquant bien sûr le rotationnel de H dans les coordonnées cartésiennes, et on met ici les composantes du champ E, donc on va obtenir les 3 équations avec EZ égale à 0. Donc à partir des 2 systèmes, on peut démontrer que HZ et EZ égale à 0. Donc, dans ce cas-là, l'onde plane, c'est qu'on a seulement 2 composantes. On a seulement les composantes transversales du champ E et du champ H. Mais les composantes longitudinales HZ et EZ égale à 0. Donc, je reviens aux équations pour démontrer qu'on a 2 ondes. 2 ondes planes qui se propagent sans chevauchement et qui ne s'interfèrent pas. Ils ont la même fréquence, ils ne s'interfèrent pas, qui sont envoyés par la même source. Je prends l'équation 1,2, et je prends l'équation 1,6. L'équation 1,2 et l'équation 1,6 permettent de trouver le champ EY, IHX. EY, IHX. Donc, on va revenir à l'équation d'onde pour trouver le champ, par exemple, le champ EY. Bien sûr, c'est une équation différentielle, l'équation dans cette équation différentielle. On va trouver l'expression de champ EY et après, on va utiliser l'équation 1,2 pour trouver HX. Ou bien on utilise l'équation 1,6. Donc, c'est la même chose. Si on a HX, on peut trouver EY, mais si on a Y, on peut trouver HX. Donc, on en tire les conséquences suivantes. Les composantes axiales HZ sont nulles, les champs électriques et magnétiques étant tous 2 transverses. Donc, on a seulement les composantes transversales du champ E, sont les composantes qui sont perpendiculaires sur l'axe des propagations. On a le champ E et le champ H et l'axe de propagation. Donc, le champ E, on a seulement les composantes EX, EY, et le champ H, on a la composante EX, HX, HY. On n'a pas la composante EZ, HZ. Donc, on a seulement les composantes transversales. On peut dire, dans ce cas-là, que la propagation dans l'espace libre, c'est une propagation TEM, transverse électromagnétique. C'est comme la propagation dans les lignes de transmission. Dans les lignes de transmission, on a démontré que la propagation, c'est une propagation TEM. Parce que si je prends un câble coaxial, un câble TV, la propagation selon l'axe Z. Mais on n'a pas la propagation selon l'axe X et l'axe Y. Pourquoi? Parce que la surface
la surface droite de la ligne coaxiale, c'est une surface qui est faible, une faible surface, donc on n'a pas la propagation selon l'axe X, l'axe Y. On a seulement la propagation selon l'axe Z. Donc pour avoir la propagation selon l'axe Z, il faut deux composantes transversales, du champ E et du champ H. Hein, il faut le champ E et le champ H. Donc le vecteur champ E perpendiculaire sur l'axe de propagation et le vecteur du champ H aussi perpendiculaire sur l'axe. On n'a pas les composantes longitudinales. On peut trouver deux solutions. La première solution correspond à des composantes E, Y, H, X liées par les relations A2. Et la deuxième correspond à des composantes E, X, H, Y liées par les relations équivalentes 1, 3 et 1, 5. Donc les deux, ça, l'équation A2, avec l'équation 1, 6, on a une onde électromagnétique H, X, E, Y. H, X, E, Y. Si je prends l'équation 1, 3 et 1, 5, on a une autre onde. Hein? Et les deux ondes sont indépendantes. Hein? Les deux, 1, 2 avec 1, 6 et 1, 3 avec 1, 5, ce sont des équations qui sont indépendantes. Donc, dans ce cas-là, on a deux ondes E, Y, H, X et une onde E, X, H, Y qui se propagent, qui ont la même fréquence et en même temps ne s'interfèrent pas. Même s'ils ont la même fréquence. On sait très bien en télécommunication que les deux ondes qui ont la même fréquence et ils s'interfèrent. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même fréquence. Mais ces deux ondes ne s'interfèrent pas, ne se chevauchent pas. Pourquoi? Parce que ils sont envoyés par la même source. C'est la même source qui donne les deux. Ça, c'est pourquoi ils ne s'interfèrent pas. Donc, la superposition des deux ondes, la superposition des ondes, il donne l'onde électromagnétique EH. Pourquoi? Parce que E égale EX, I plus EY, G. Et H égale HX plus HXI plus HY, G. Donc, la composante EZ et la composante HZ égale à 0. Maintenant, on va entamer la partie qui permet bien sûr la résolution de l'équation d'onde pour trouver l'expression du champ E et l'expression du champ H. Donc, expression des champs. Déterminons les variations spatiales des champs E et H, sachant qu'ils varient sinusoïdalement dans le temps à la pulsation ω0. On va prendre l'hypothèse simplificatrice long des planes, D sur D, la variation selon X et la variation selon Y sont nulles, et aussi EZ égale à HZ égale à 0. Donc, l'équation d'onde pour le champ EX va nous permettre de trouver EY. Et l'équation d'onde pour le champ EY va nous permettre de trouver HX. Ce sont les deux solutions indépendantes qui correspondent à des champs EX, HY ou à des champs EY, HX. Je prends l'équation A8, je vais la développer. D carré sur DZ carré, D carré EY sur DZ carré, plus ω0 sur C au carré fois EY égale à 0. Parce que je vais ici remplacer y0, mu0 fois y0 par 1 sur C au carré. Pourquoi? Parce que C égale à 1 sur racine y0, mu0. Donc, j'ai déjà remplacé y0 sur C0, y0 mu0 par 1 sur C au carré. Donc, j'ai trouvé cette équation. C'est une équation différentielle. Sa solution est triviale. Donc, c'est Y de Z. Parce que Y, c'est la variation de champ Y selon l'axe Z. C'est une variation en fonction de Z. C'est une propagation dans l'espace. Donc, c'est une variation en fonction de cette variation. Donc, son amplitude varie en fonction de
de Z. Donc égal à E0, l'exponentielle de moins G oméga 0 sur C fois Z. Z parce que c'est une variation selon l'axe Z. Parce que l'onde se propage bien sûr selon l'axe de propagation, c'est l'axe Z. E0 c'est l'amplitude de l'onde, l'amplitude maximale bien sûr de l'onde. Ça c'est une onde incidente, ça c'est une onde réfléchie, d'après la résolution de cette équation. L'onde incidente, donc on a un signe moins, donc selon l'axe Z, l'axe positif. Ça c'est l'onde réfléchie. Dans l'espace libre, on n'a pas une onde réfléchie. Donc on va, après, donc par la suite, on va éliminer cette partie parce que ce n'est pas comme les lignes de transmission, on a une onde incidente et une onde réfléchie. Donc on va tenir compte de ce terme. Mais ce terme, on va le supprimer parce qu'on n'a pas une onde réfléchie. Dans les antennes, si on envoie une onde, on ne va pas attendre le retour. Donc, on va préserver juste la première partie. C'est E0 exponentielle moins G oméga 0 sur C fois Z. Et bien sûr, après, on va faire intervenir le temps. Pour faire intervenir le temps, donc on doit multiplier juste donc l'expression de EY par l'exponentielle de G oméga 0 T. Parce que la propagation, c'est dans l'espace et dans le temps. Dans l'espace, on a déjà trouvé l'expression, mais dans le temps, donc elle est déjà connue, donc c'est l'exponentielle G oméga 0 fois T. Ça c'est pourquoi ici on a exprimé Y en fonction de l'espace et en fonction du temps. Et l'expression générale, c'est E0 exponentielle G oméga 0 T, 0 de T moins Z sur C plus. Après, donc on va pas considérer ce terme parce qu'on a la propagation donc dans l'espace libre. C'est l'équation d'une onde plane qui se déplace dans la direction OZ. On trouve dans le cas général une onde directe. C'est une onde directe, une onde incidente d'équation EY plus avec E égale. Et une onde rétrograde. Rétrograde, c'est une onde réfléchie, EY, avec un signe moins. D'accord, c'est pour différencier les deux avec E0. Mais après, on ne va pas considérer cette partie parce que il s'agit de la propagation dans l'espace libre en utilisant bien sûr les antennes. Là, on va passer à une partie aussi très intéressante. C'est la vitesse de phase. La vitesse de phase, c'est une vitesse de la lumière d'une onde électromagnétique dans un diélectrique. C'est ce qu'on appelle la vitesse du phase. On a la constante de propagation K égale oméga égale C, c'est le nombre d'ondes. C'est le nombre d'ondes. C'est très important aussi dans la propagation. Si on n'a pas K, on ne peut pas avoir la propagation dans l'espace libre. Pour avoir la propagation dans l'espace, il faut le terme K. K égale oméga 0 sur C. Les relations 1 d'ici 1 s'écrivent sous cette forme. Donc on a remplacé oméga 0 sur C. Si je prends l'expression 1 10, je remplace oméga 0 C par K. Donc j'ai fait intervenir bien sûr le terme K. Donc c'est E0 exponentielle G oméga 0 T moins K fois Z. La même chose pour Y moins. La fréquence, comme vous savez, c'est oméga 0 égale à 2πf. La longueur d'onde dans l'espace libre, donc c'est lambda 0 égale à C sur F. Pourquoi? Parce que C sur F, parce qu'on est dans l'espace libre. Donc les ondes électromagnétiques, ils ont la même vitesse de la lumière, la célérité de la lumière dans l'espace libre. Mais dans un milieu quelconque, dans un autre milieu, à part le vide, on a ici V. Au lieu de C, on a la vitesse de phase. Ça veut dire la vitesse de propagation de l'onde dans un diélectrique. Ce qui donne pour K, donc K égale à 2π sur lambda 0. Si
j'utilise les deux équations dans la première, donc je trouve que k égale à 2pi sur lambda 0. C'est comme les lignes de transmission. Les lignes de transmission, on avait bêta. Bêta égale à 2pi sur lambda. Lambda, c'est la longueur d'onde de l'onde qui se propage à l'intérieur d'un diélectrique à l'intérieur du câble coaxial, ou bien un câble bifilaire, ou bien une ligne microstrip, ou bien n'importe quelle ligne de transmission. Ici, k égale à 2pi sur lambda 0 avec lambda, c'est la longueur d'onde qui se propage dans l'espace libre. Dans un diélectrique, en remplaçant epsilon0 par epsilon0, epsilon_r. C'est tout simplement, lorsqu'on veut passer de l'espace libre à un diélectrique quelconque, donc on remplace epsilon0 par epsilon0 fois epsilon_r. Toutes les relations qui sont déjà utilisées en espace libre, pour passer à un diélectrique, donc on remplace epsilon0 par epsilon0 fois epsilon_r. Dans ce cas-là, je prends, par exemple, si je veux la vitesse de phase, ça veut dire la vitesse de l'onde électromagnétique se propage dans un diélectrique, je peux prendre la célérité de la lumière. L'expression de la célérité de la lumière, c'est 1 sur racine de epsilon0 fois mu0. Epsilon0 fois mu0. Mais si je veux la vitesse dans ce diélectrique, je remplace directement epsilon0 par epsilon0 fois epsilon_r. Et j'aurai la vitesse de phase de l'onde qui se propage dans ce diélectrique. Dans ce cas-là, je vais dire que la vitesse de phase dans ce diélectrique, ou bien la vitesse de propagation dans ce diélectrique, égale à la célérité de la lumière, ça veut dire la vitesse de la même onde dans l'espace libre sur racine epsilon_r, est égal à C sur N. N, c'est l'indice de réfraction du milieu. C'est l'indice, donc c'est les opticiens qui utilisent l'indice de réfraction. Epsilon, racine epsilon_r, c'est pour les sciences des matériaux, les gens de la mécanique des solides, etc. Les physiciens, donc, utilisent racine de epsilon_r. Mais pour les opticiens, ils utilisent l'indice. Donc, ça permet de trouver bien sûr une relation entre l'indice de réfraction et racine de epsilon_r. Donc, epsilon_r égale à n au carré, ou bien n égale à racine de epsilon_r. Où n, l'indice de réfraction utilisé par l'opticien, est relié par la permittivité du milieu par cette relation. On va prendre un exemple d'une onde électromagnétique qui se propage dans l'espace libre et après va se propager dans un diélectrique de permittivité epsilon_r. La longueur d'onde de cette onde, c'est une onde qui se trouve dans le domaine optique. Lambda 0 égale à 0,85 micromètres. On va démontrer que la longueur d'onde diminue. Parce qu'on passe d'un milieu, du vide à un autre milieu. Donc les variations, bien, le changement se fait sur la longueur d'onde et la vitesse, mais la fréquence ne change pas. Toujours, dans n'importe quel milieu, l'onde, lorsqu'elle se propage dans l'espace libre et après se propage dans un milieu, que ce soit le verre, un milieu, le mur, ou bien le carton, ou bien dans n'importe quel diélectrique, la longueur d'onde change. Ça veut dire change, ça veut dire diminue. Parce que la longueur d'onde, lambda 0 sur n, sur l'indice de réfraction. Par exemple, si je prends le verre, l'onde se propage dans l'espace libre et après va pénétrer à l'intérieur du verre. Dans ce cas-là, la longueur d'onde diminue. La longueur d'onde, c'est lambda 0. C'est la longueur d'onde lorsqu'elle était dans l'espace libre sur l'indice de réfraction du milieu. Donc la longueur d'onde diminue. La même chose pour la vitesse diminue. La vitesse de l'onde à l'extérieur du milieu, dans l'espace libre, c'est la célérité de la lumière. Lorsque l'onde se propage dans un diélectrique, donc c'est la célérité de la lumière, lorsqu'elle était dans l'espace libre, sur l'indice de réfraction de ce milieu. Mais ce qui ne change pas,
c'est la fréquence. La fréquence ne change jamais, quel que soit. C'est un problème dans les télécommunications si la fréquence change. Donc la fréquence ne change jamais parce que on a une diminution de la vitesse dans ce milieu et une diminution de la longueur d'onde et le rapport, il donne quelque chose de constant. Donc il donne la même fréquence. Donc l'onde, lorsque se propage et pénètre, se propage dans n'importe quel milieu, sa fréquence ne change jamais. Sa longueur d'onde change et sa vitesse de phase change, mais sa fréquence ne change pas. On a un seul cas où on a le changement de la fréquence, c'est le cas lorsqu'on a l'effet Doppler. Dans l'effet Doppler, on a le changement de la fréquence lorsque l'utilisateur se déplace avec une vitesse. Par exemple, si je prends le cas des téléphones mobiles, le cas du portatif, je communique avec quelqu'un, par exemple, et je me déplace. Donc, j'utilise ma voiture, je peux aller d'une vitesse de 200 km. Je communique et après une certaine vitesse, donc la communication, on a la coupure de la communication. D'où vient la coupure de la communication? Il vient de ce que l'utilisateur se déplace avec une vitesse. Donc, la différence entre les deux fréquences, la fréquence envoyée par la station de base, de l'onde envoyée par la station de base, et la fréquence reçue, la fréquence de l'onde reçue par le terminal de l'utilisateur qui se déplace avec une vitesse de 200 km par exemple. Donc le décalage entre les deux fréquences augmente quand la fréquence augmente. C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. Quand le décalage augmente, donc la différence entre les deux fréquences augmente. Après une certaine vitesse, on aura la coupure de la communication parce que l'écart entre les deux fréquences, la fréquence de l'onde émise par la BTS et la fréquence reçue par l'utilisateur augmente. Donc le récepteur n'est pas en commandation avec l'émetteur, donc la fréquence très différente de la fréquence d'émission. La fréquence de réception est très différente de la fréquence d'émission, mais forcément on va avoir la coupure de la communication. Donc toujours, la fréquence ne change pas d'un milieu à un autre. Ce qui change, c'est la longueur d'onde et la vitesse de phase. Donc ce schéma, il montre tout ce que j'ai dit tout à l'heure, la longueur d'onde dans l'espace libre, dans l'onde qui se propage dans l'espace libre. Lorsqu'il pénètre dans un diélectrique, la longueur d'onde diminue. Parce que c'est la longueur d'onde de l'onde lorsqu'il s'est propagé dans l'espace libre sur l'indice de réfraction de ce milieu. Et après, il va revenir à sa longueur initiale, c'est la lambda 0. Et la vitesse, la même chose, la vitesse, la V égale à, vitesse de phase égale à C, c'est la célérité de la lumière quand elle était là sur l'indice de réfraction. On va passer à autre chose aussi plus importante, c'est la structure des champs et impédance d'onde. Donc on va trouver la notion de l'impédance d'onde. C'est très important aussi, c'est à l'instar de ce qui a été fait dans les lignes de transmission, on a trouvé l'impédance caractéristique de la ligne. L'impédance caractéristique de la ligne dépend du métal utilisé, parce que le câble coaxial est là, est composé du métal et du diélectrique. Le cœur, la gaine et le diélectrique entre les deux. Donc le cœur et la gaine, c'est le métal, le cuivre par exemple, ou bien l'aluminium, et le diélectrique. Donc l'impédance caractéristique, elle dépend du métal utilisé et du diélectrique utilisé. Si je change la qualité, si je change le métal, ou bien je change le diélectrique, l'impédance caractéristique change. Donc dans l'espace libre, on va trouver l'impédance d'onde. Se comporte comme l'impédance de la ligne de transmission. Et se comporte comme la ligne de transmission. Pour l'onde, donc structure des champs et impédance d'onde, pour l'onde directe Y, HY, le champ électrique est donné par la relation
D'autre part, les composants des champs sont liés par l'équation 1, 2, 1, 6. Donc, on a déjà trouvé l'expression du champ E. D'après cette équation, on a déjà trouvé l'expression du champ Y d'après l'équation de Helmholtz. On dérive le champ Y qui a été trouvé par l'équation de Helmholtz par rapport à l'axe Z. Dans ce cas-là, on peut trouver H, X, Z, T. Ça donne moins O0 racine epsilon 0 mesure exponentielle de G oméga T moins KZ. C'est moins H0. Je fais le rapport de EY plus, qu'on a déjà trouvé par l'équation d'Helmholtz, sur HX plus. Ça donne moins racine de mu0 sur epsilon 0, d'après cette expression. Donc, l'équation d'onde, donc on peut sentir, dans ce cas-là, on a déjà l'expression de E, l'unité du champ E, c'est en volts par mètre, et l'unité du champ H en volts, en ampères par mètre. Donc, le rapport, il donne une impédance. C'est l'unité d'une impédance. Oméga. Donc, on trouve dans le vide que l'impédance dans l'espace, parce que l'impédance, c'est quelque chose qui est positif, donc 0 sur H0 égale la racine de mu0 sur epsilon 0. Ça, c'est l'impédance de l'onde dans l'espace libre. On peut, à partir de l'expression de Z0, on peut trouver une impédance dans n'importe quel diélectrique. Il suffit de remplacer epsilon 0 par epsilon pour un diélectrique quelconque. On trouve que l'impédance dans ce diélectrique égale à l'impédance dans l'espace libre sur racine de epsilon R. Ça, c'est la propagation de l'onde HX EY. HX EY. On a la propagation de l'onde EX HY de la même façon. La superposition des deux ondes, elle donne l'onde EH. La propagation de l'onde EH qui se propage selon l'axe Z. Un exemple, parce que le calcul de Z0, c'est quoi? À quoi est égal Z0? On a déjà l'expression de mu0 epsilon 0. On a déjà les expressions. Elles sont connues. mu0 à quoi est égal epsilon 0. On remplace. On trouve que Z0 égale à 120 pi, ou bien 377 oméga. Dans un diélectrique, par exemple, le verre, l'indice de réfraction égale à 1,5. Z égale à Z0 sur racine epsilon R, est égal à Z0 sur 1, et l'indice de diffraction c'est 1,5, ça donne 251 ohms. On va passer à la puissance d'une onde électromagnétique qui se propage dans l'espace libre. Pour trouver cette puissance, on est obligé d'utiliser le vecteur de Poynting. Le vecteur de Poynting, P égale 1 sur 2, réel de E, le champ E vectoriel H étoile. H étoile, c'est le conjugué du H, le conjugué de champ magnétique. Et vectoriel, c'est comme les puissances qu'on a déjà utilisées dans les transmissions, un demi réel V, la tension fois le courant, enfin le conjugué du courant. Ici, parce qu'il s'agit des vecteurs, donc on a vectoriel. Donc ça, c'est une puissance active. C'est une puissance active envoyée. Ce n'est pas une puissance réactive, c'est une puissance active de l'onde qui se propage dans l'espace libre, qui exprime. Plutôt, c'est une densité de puissance, parce que c'est en watts par mètre carré. Pourquoi? Parce que le champ E, son unité, c'est volt par mètre, et H, l'unité, c'est volt par mètre. Donc, c'est une densité de puissance, c'est en watts par mètre carré. Donc, c'est la puissance par unité de surface. Donc, je prends pour les
Pour l'onde EY-HX, je détaille, donc je remplace E par EY et H par HX. Je trouve que ça c'est la puissance active de l'onde EY-HX qui se propage dans l'espace libre. J'ai utilisé deux expressions EY-H et X, le conjugué de HX. Je trouve que P, la puissance selon l'axe Z, égale à E0, H0 sur 2, égale à 1 sur 2 racine Y0, YR sur μ0 fois E0 au carré, égale à E0 au carré sur 2Z. Ça, c'est la puissance PZ. Le champ E, H et la puissance forment ce qu'on appelle un trièdre direct dans l'espace libre. Ça, c'est l'impédance. On sait très bien que ça, c'est l'impédance de l'onde dans un diélectrique. Pour l'espace libre, on a 2 Z0. On a 2 Z0 dans l'espace libre. Mais dans un diélectrique, on a 2 Z. Parce que Z égale à Z0 sur l'indice de réfraction, ou bien sur racine de epsilon R. Donc, et c'est très utile cette équation. Z égale à 0 sur 2Z0 dans l'espace libre. Parce que par la suite, dans les antennes, dans le chapitre caractéristiques d'antenne et type d'antenne, on va l'utiliser pour trouver la densité de puissance de champs rayonnés par une antenne, etc., dans l'espace libre, etc. Donc on va utiliser cette équation. La polarisation des ondes planes. Donc la polarisation, c'est que les antennes, lorsqu'ils envoient les ondes électromagnétiques, ce sont des ondes qui sont polarisées. Quel type de polarisation de ces ondes? Est-ce que c'est une polarisation verticale? Est-ce que c'est une polarisation horizontale? Est-ce que c'est une polarisation circulaire? La polarisation, elle se base sur le champ électrique. Est-ce que le champ électrique, on ne va pas se baser sur le champ magnétique, on se base sur le champ, on se réfère sur le champ électrique. Si le champ électrique est perpendiculaire au sol, donc c'est une polarisation verticale. Dans ce cas, l'onde électromagnétique qui se propage comme ça, donc dans l'espace libre, le champ E, donc c'est une polarisation verticale. S'il s'agit d'une polarisation horizontale, ça veut dire le champ E il est perpendiculaire sur la Terre, est perpendiculaire sur le sol. Et il est parallèle au sol. C'est une polarisation horizontale. On dit polarisation horizontale parce qu'on entend souvent ça dans les émissions satellitaires. On reçoit des ondes, par exemple dans le satellite Hubble ou bien Arabia, on reçoit des émissions comme ça, l'émission telle ou telle, on reçoit donc sur la fréquence telle ou telle, la polarisation horizontale, l'autre c'est polarisation verticale. Ça c'est l'extrémité du champ. Le champ électrique, est-ce qu'il est perpendiculaire sur le sol ou bien parallèle au sol? Et on va voir aussi la polarisation circulaire. La polarisation circulaire, c'est que le champ E, il trace un cercle sur le plan d'onde, sur le plan qui est perpendiculaire sur la direction de propagation. Il trace un cercle. Ce qu'on appelle la polarisation circulaire. On va voir dans la polarisation circulaire droite et la polarisation circulaire gauche. Commençons par la polarisation rectiligne. Polarisation rectiligne, on a deux choses. La polarisation rectiligne verticale ou la polarisation rectiligne horizontale. Donc, le champ E, si le champ selon l'axe Y, donc c'est parallèle au sol, c'est une polarisation horizontale. Le champ E il est perpendiculaire sur le sol, c'est une polarisation verticale.
Si le champ E, il a deux composantes EX et Y, donc c'est le cas général. On peut dire, c'est une polarisation oblique. C'est entre les deux. Donc, vertical, le champ E se propage sur cette forme. Horizontal, le champ E se propage sur cette forme. Oblique, ou bien général, donc c'est entre les deux. Donc, onde polarisée verticalement, onde polarisée horizontalement. En le cas général, c'est entre les deux. Donc, il se propage dans cette direction. La polarisation circulaire est elliptique. Polarisation circulaire. La polarisation est circulaire lorsque l'extrémité du champ du vecteur résultant, le champ E, décrit un cercle au cours du temps dans le plan transverse X, O, Y. Parce que on a le plan X, O, Y et on a l'axe Z. Donc, l'extrémité du champ trace un cercle. Le champ E, dans ce cas-là, il ne reste pas vertical, il ne reste pas horizontal. Donc, il tourne, son extrémité tourne de telle façon à former ce qu'on appelle une hélice. Une hélice, donc le long de l'axe OZ. On obtient une polarisation circulaire lorsque les deux composantes d'égale d'amplitude sont déphasées d'un quart de période, comme montré la figure suivante. Donc, pour avoir la polarisation circulaire, pour tracer un cercle dans le plan d'onde, il faut deux choses. Il faut que le champ E qui est vertical et le champ E qui est horizontal doivent avoir la même amplitude. Mais ils doivent aussi déphaser. Ils doivent déphaser d'un quart d'onde de période. Lambda sur 4. Ça veut dire déphaser, ça veut dire le champ E. Un champ sort avant l'autre, dans l'espace de lambda sur 4. Un retard de lambda. Ça veut dire le deuxième champ a un retard de lambda sur 4 par rapport au premier champ qui est sorti. Ou bien le premier champ qui est sorti, donc il y a en avance par rapport au deuxième champ qui est sorti. Donc, comme le montre le schéma, on a EX et on a Y. Dans l'espace, on voit que Y est en avance par rapport à X. De lambda sur 4. Pourquoi? Parce que ça c'est lambda, ça c'est lambda sur 2, et la moitié, donc c'est lambda sur 4. Donc EY est en avance de lambda sur 4 par rapport à X. Et les deux champs, ils ont la même amplitude. Forcément, la somme des deux champs, il donne un champ qui tourne et qui trace un cercle au cours du temps dans le plan transverse XO OY. Le plan transverse XY, c'est le plan qui est perpendiculaire sur l'axe de propagation Z. On va démontrer ça mathématiquement en utilisant bien sûr les équations. Utilisons l'équation EX et Y qu'on a déjà vu, donc on a trouvé en utilisant l'équation de Helmholtz. Le champ E peut s'écrire en fonction des composantes, le cas général EX et Y, déphasé d'un angle θ général. Et après, on va prendre le cas particulier EX égale à EY et θ égale à pi sur 2. Pourquoi? Parce que on a déjà dit lambda sur 4, la différence, ou bien le déphasage entre les deux champs d'un quart de période, lambda sur 4 dans l'espace, lambda sur 4, mais je peux transformer lambda sur 4 en un angle, en termes d'angle, et ils sont déphasés d'un angle de pi sur 2. Pourquoi? Parce que l'angle phi égale à 2 pi sur lambda fois lambda sur 4, donc ça donne pi sur 2. L'angle qui correspond à lambda sur 4, c'est un angle de pi sur 2. Donc, dans l'expression générale du champ E, E égale à E1 sinus oméga 0 t moins kz fois x plus E2 sinus oméga 0 t moins kz plus θ. Ça c'est le champ EX, ça c'est le champ EY. Mais les deux champs, le champ EX a une amplitude E1, le champ EY a une amplitude E2, et le déphasage de EY par rapport à X, c'est un déphasage d'un angle θ. Je prends le cas particulier pour θ égale à plus ou moins pi sur 2 et E1 égale à E2.
On développe l'équation, on trouve cette expression. X plus y égale. Donc, θ, si je remplace θ par plus ou moins pi sur 2, ça donne plus ou moins cosinus oméga 0 t moins kz fois y. Prenons la somme des carrés des composantes, x au carré plus y au carré, elle donne 1 au carré. Donc, c'est une équation d'un cercle. Mathématiquement, ce qu'on a dit est juste, c'est une équation d'un cercle x au carré plus y au carré égale à 1 au carré. Donc, c'est un cercle de rayon E1. C'est un cercle de rayon 1, ça veut dire le champ. Le champ est décrit, le champ résultant est décrit, à l'extrémité du champ, il décrit un cercle dans le plan Dante. Et ce cercle est là un rayon E1. C'est l'équation d'un cercle de rayon 1 dans le plan XY. La polarisation droite. On a la polarisation droite ou bien la polarisation gauche. Polarisation droite, ça veut dire le champ, il tourne à droite. La polarisation gauche, si θ égale à pi sur 2, EY est en avance sur EX. Si θ égale à pi sur 2, EY est en avance sur EY. EY ici, il est en avance par rapport à X. Donc on a la polarisation droite. Regardez donc la flèche. La flèche, donc, c'est que le champ, il tourne à droite. Et lorsque θ égale à moins pi sur 2, le champ E, il tourne à gauche. Donc, c'est une polarisation. C'est une polarisation gauche. θ égale à pi sur 2, y est en avance par rapport comme sur la figure. L'observateur placé le long de l'axe Z et qui regarde l'angle s'éloigner. Vers l'extrémité du champ, décrit un cercle en tournant dans le sens horaire. Règle du champ, règle du tire-bouchon. Lorsque θ égale à moins pi sur 2 l'espace, l'observateur verra E tourne dans le sens trigonométrique. Les ondes se propagent d'extrémité. E décrit en effet une hélice dans l'espace dont le pas peut être à gauche plutôt. La polarisation circulaire est utilisée dans les systèmes de communication par satellite pour faire différencier deux choses. Il y a des avions qui passent dans le ciel, des cibles qui passent. Donc les radars, ils peuvent détecter, en utilisant la polarisation, peuvent détecter ces cibles dans l'espace. En utilisant la réflexion des ondes électromagnétiques. Si les ondes sont réfléchies avec les ondes envoyées en utilisant la polarisation droite, ils sont réfléchis avec une polarisation gauche, on va dire qu'on a quelque chose de métallique. Donc c'est une cible métallique. Les avions, par exemple, les missiles. Regarde. Si la polarisation est une polarisation droite, reste toujours droite, on envoie une onde avec une polarisation droite, et la réflexion, c'est une polarisation toujours droite, donc c'est des nuages. Donc, dans ce cas-là, on ne va pas dire qu'il y a une cible dans l'espace libre. Polarisation elliptique, c'est que le champ E1 différent du champ E2. Dans l'équation précédente, cette équation, le champ E1 différent du champ E2, et θ, c'est une valeur, elle a une valeur quelconque. Dans ce cas-là, on peut avoir une polarisation elliptique. Et la polarisation circulaire, c'est un cas particulier de polarisation elliptique. Donc, un exemple pour créer une polarisation circulaire, c'est que tout simplement, on peut utiliser une antenne filaire verticale. Et l'antenne filaire verticale crée une polarisation verticale. L'onde se propage vers le champ E, il est vertical, il est perpendiculaire sur le sol. Et une autre antenne, une antenne croisée, donc est perpendiculaire sur la première antenne. C'est une antenne horizontale, donc qui est parallèle au sol. Il crée une polarisation horizontale. Polarisation horizontale du champ E et polarisation verticale du champ E créée par la première antenne.
Donc les deux antennes sont les mêmes et les deux antennes créent le même champ, ça veut dire avec la même amplitude. Donc il nous reste juste de déphaser les deux antennes avec un angle de pi sur 2, ou bien moins pi sur 2, ou bien dans l'espace donc d'un décalage de lambda sur 4. On peut ajouter un déphaseur ici, un morceau d'une ligne de transmission, parce qu'on sait très bien, avant l'antenne, on a une ligne de transmission. Avant l'antenne verticale, on a une ligne de transmission. Avant l'antenne horizontale, on a une ligne de transmission. Les deux lignes de transmission, ils ont la même longueur. S'ils ont la même longueur, on ne va pas avoir un déphasage de pi sur 2, ou bien un lambda sur 4 dans l'espace. Si j'ajoute un morceau pour la première ligne qui est verticale, la ligne de l'antenne qui est verticale, on ajoute un morceau de ligne de transmission de lambda sur 4. Dans ce cas-là, je vais retarder le champ de l'antenne verticale de lambda sur 4 par rapport à l'antenne horizontale. Dans ce cas-là, je vais créer ce qu'on appelle une onde polarisée circulairement. Donc c'est une polarisation circulaire. Donc c'est quelque chose de très, très simple. En utilisant deux antennes. Même on peut créer une onde polarisée donc, circulairement en utilisant une seule antenne. Si on va voir par la suite, c'est pour des antennes microstrip, l'antenne patch par exemple, on peut créer bien sûr, avec la même antenne, on peut créer une polarisation circulaire. On attaque l'antenne de deux côtés, bien sûr, en utilisant deux lignes de transmission, un déphaseur de 90 degrés. Ça c'est un déphaseur, donc il joue le rôle d'un déphaseur de 90 degrés pour avoir la polarisation circulaire.